Alors, avoir une culture favorable à l'innovation suppose souvent d'avoir aussi une organisation qui est favorable à l'innovation. Et cette question s'est posée depuis très longtemps, puisque ça fait plus d'un demi-siècle que les théoriciens des organisations se demandent finalement s'il vaut mieux avoir une organisation qui permet de maîtriser le fonctionnement ou une organisation qui permet d'explorer, d'innover. Bon. Et ce dilemme entre exploration et exploitation, finalement, est un dilemme qui est très ancien. À partir du moment où on veut, tout en maintenant une capacité à maîtriser, en même temps explorer, donc innover, il va falloir trouver un compromis entre deux grands types d'organisations qu'ont mis en évidence Burns et Stoker dans les années 60. L'organisation de nature plutôt bureaucratique ou mécaniste, qui est d'ailleurs très présente dans le champ public, elle vise avant tout à maîtriser l'activité, à appliquer des règles, des standards, à assurer finalement une activité universelle auprès d'un grand nombre d'usagers ou de clients. Bon. À l'opposé de cette organisation, vous avez le modèle organique, qui serait aujourd'hui assimilable au modèle start-up, qui vise avant tout à explorer, et donc à favoriser l'émergence d'idées nouvelles, à confronter ces idées, à quelque part même créer parfois des conflits constructifs pour que, entre des gens qui ont des points de vue différents, émergent des idées nouvelles, mais bien évidemment, ça pose un problème d'efficacité et d'efficience. On passe beaucoup de temps à débattre, à échanger, à tester, à faire machine arrière et à fonctionner donc selon une logique de projet. Et beaucoup de projets d'ailleurs disparaissent et seuls certains deviennent in fine des produits, des services ou des nouveaux modes d'organisation. Bon. Donc tout l'enjeu pour l'organisation aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver le bon dosage entre maîtrise et en même temps innovation. Alors, dans le champ public, on est d'autant plus dans une situation délicate que la finalité des organisations publiques est certes de produire des services publics, mais dans un cadre réglementaire et légal. Il y a deux paramètres qui rentrent en ligne de compte, des paramètres liés aux individus, des paramètres liés à l'organisation. Les paramètres liés aux individus, le responsable cadre, il ne peut pas grand-chose. Ce sont ses collaborateurs, ses pairs, qui sont plus ou moins disposés, qui ont plus ou moins envie, qui ont plus ou moins des idées qu'ils vont partager, et donc ils vont avoir des comportements naturellement plus ou moins innovants. Alors évidemment, le danger, et Norbert Alter l'a largement montré, c'est de compter avant tout sur des comportements déviants, héroïques, pour que des innovations émergent, et quelque part, ça va être d'exposer ces personnels, un peu ce que j'appelle le syndrome du petit cheval blanc, tous derrière et lui devant, et donc, d'un côté, avec cette figure héroïque, le surexposer, mais en même temps, peut-être le mettre aussi en porte-à-faux vis-à-vis de ses collègues qui vont pouvoir trouver étonnant, voire gênant, justement, ces comportements déviants. Même si, bien évidemment, le but est d'identifier ces gens qui sont prédisposés à innover ou qui ont envie d'innover, mais de les mettre dans un contexte qui va plutôt, non pas les isoler du groupe, mais les transformer en facilitateurs, eux aussi, finalement, des changements organisationnels au service de la communauté éducative. C'est justement de créer une organisation qui va être favorable à la généralisation de ce comportement, et donc on peut identifier quatre grands principes. Le premier, je l'ai déjà évoqué, c'est d'essayer de donner des touches organiques à la structure, autrement dit, essayer d'avoir une interprétation des règles, avoir aussi une mise en place de dispositifs qui vont être des lieux qui vont faciliter justement les échanges et faciliter l'émergence d'idées collectives. Il peut y avoir des leaders informels qui vont porter des idées, mais il faut qu'ils soient effectivement rapidement agrégés avec d'autres personnes qui vont adhérer à ces idées pour rapidement former des groupes projets ou rapidement agir dans des dispositifs ad hoc qu'on va créer pour que de l'individu, on passe à un petit collectif déjà qui va s'emparer de ce premier projet. Alors ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est l'ambiance générale du management. Et j'en reviens à tout ce qui a pu être dit par ailleurs sur un leader plutôt facilitateur, accompagnateur, un leader plutôt servant, puisque un leader qui se mettra au-dessus ou en avant des autres. Et donc, à partir du moment où on arrive à créer cette logique de communauté, de destin, quelque part, à avoir un vrai projet collectif, qui ne soit pas uniquement écrit en chambre, mais bien sur la base, finalement, d'un diagnostic partagé et d'une coécriture du projet établissement, on crée finalement cet environnement qui va faire qu'une masse critique de gens vont plutôt avoir envie justement d'explorer des pistes nouvelles, d'essayer de nouveaux dispositifs, de nouvelles méthodes, dans un cadre donné, certes, mais l'interprétation de ce cadre sera plutôt bienveillante par rapport à l'idée d'expérimenter et de tenter. Et non pas à chaque fois de dire « Ah ben non, il y a telle et telle règle, on ne peut pas », ou alors « Il y a telle logique budgétaire qui fait que c'est pas possible ». Non, le cadre ne doit pas être celui ou celle qui dit que c'est pas possible, ça va être celui ou celle qui va essayer de rendre les choses possibles dans la mesure
du possible et expliquer quand ça n'est pas réellement pourquoi on franchit une ligne rouge qui n'est pas envisageable à court terme. Troisième idée, c'est la culture de l'expérimentation et donc la tolérance à l'erreur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer avoir une culture favorable à l'innovation si, l'erreur n'est pas tolérée, et deux, si on ne met pas en avant justement l'intérêt, même si on s'en passerait, de l'erreur pour apprendre et pour justement faire mieux la prochaine fois. Donc l'échec ou l'erreur doivent être vus comme des opportunités et non pas comme quelque chose qu'il faut cacher pour débattre, discuter et en tirer des enseignements. Il ne faut pas chercher des coupables, il faut chercher qu'est-ce qui, d'un point de vue systémique, organisationnel, a péché finalement dans la mise en œuvre de la nouvelle idée finalement, pour justement remonter sur le cheval et repartir au galop. Et puis le dernier point, alors qui n'est pas toujours un facteur maîtrisé par les cadres, c'est la diversité des profils des gens qui composent finalement son périmètre. C'est-à-dire que, alors qu'on est dans des organisations qui font tout pour viser finalement la spécialisation disciplinaire, par exemple, ou la séparation entre les administratifs et les enseignants, ou entre les différents niveaux statutaires, eh bien, on ne peut pas innover dans un environnement cloisonné. C'est-à-dire qu'il faut rassembler les gens. Il faut qu'entre disciplines, entre grades différents, entre univers organisationnels différents, notamment administratifs et enseignants, eh bien, on crée des endroits où ces gens se rencontrent, se confrontent parfois, même se disputent si besoin est, pour justement faire émerger un diagnostic partagé de ce qui va, de ce qui ne va pas, et de ce qui pourrait aller mieux, ou de ce qu'on pourrait faire de nouveau, et faire émerger justement des pistes prioritaires, parce qu'on ne peut pas non plus innover tous azimuts, sur quel projet on va porter en priorité, au service du plus grand nombre, de l'intérêt du plus grand nombre, étant entendu que, in fine, le juge de paix, c'est l'intérêt de l'élève, et l'intérêt aussi, évidemment, du service public.